Salut à tous les amis. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une présentation d'un jeu de tarot. Le jeu de tarot du Seigneur des Anneaux, donc c'est un jeu en anglais. J'ai pas encore trouvé de jeu sur les Seigneurs des Anneaux en français. J'ai cherché ce jeu pendant longtemps parce que j'aime beaucoup le Seigneur des Anneaux. C'est un univers qui habite beaucoup mon imaginaire, qui m'inspire depuis longtemps. Et puis c'est tellement foisonnant, tout ce qu'a fait Tolkien, il y a tellement de choses à y voir, à y comprendre, tellement de parallèles à faire, enfin voilà, c'est sans fin, et c'est aussi pour ça que j'aime ça, parce que comme le tarot, c'est sans fin. On n'a jamais fini d'explorer l'œuvre de Tolkien, comme on n'a jamais fini d'explorer le tarot. J'ai fini par fixer mon choix sur ce jeu, même si j'ai hésité pas mal au début, je vous expliquerai ensuite pourquoi. Je commence par vous montrer, très pragmatiquement parlant, un petit peu comment c'est fait. Donc on a ici une boîte qui n'est pas trop grande, qui est de bonne qualité, avec un finimat et puis des petites parties en vernis brillant, sur tous les côtés d'ailleurs, comme vous le voyez. C'est joliment fait, l'illustrateur il est très doué, j'aime beaucoup ce qu'il propose. Son trait est très particulier. L'intérieur, vous voyez, est décoré avec un petit logement pour les cartes. On a un livret qui n'en est pas un, qui est en réalité une carte. Vous voyez. Alors au début, je me suis dit, bon, est-ce que ça va être vraiment pratique cette histoire? Sachant que je n'arrive jamais à replier les cartes que je déplie. Et en réalité, puis en plus, je trouve ça assez encombrant, assez peu pratique à consulter, mais en réalité, je le consulte de cette manière-là. Voilà, c'est pas très probant mon histoire. Voilà, comme ça. Comme si je feuilletais, mais dans ce sens, en fait. Voilà. Donc ici, vous avez toutes les suites, qui sont les suites qu'on trouve habituellement dans un tarot. C'est un rider. Même si, comme vous allez le voir, malheureusement, les mineurs ne sont pas illustrés. Ça fait partie des choses que j'apprécie beaucoup moins dans ce tarot. Pour moi, c'est un point faible, mais bon, ça ne suffit pas à occulter sa grande qualité, son grand intérêt, etc. Les suites sont nommées classiquement, à l'exception de la suite des pentacles, qui est renommée suite de l'anneau, des anneaux, rings. Wands. Voilà, ici. Donc les résumés sont très bien faits. On a la carte à l'endroit, la carte à l'envers. On nous explique, alors surtout dans les arcanes majeures et dans les personnages de cour, pourquoi on a fait le choix de cette carte. Et déjà, on présente quand même globalement la scène, le personnage qui se trouve sur la carte. C'est relié très intelligemment, je trouve, sauf dans certains cas où le choix me paraît un peu, enfin ça me laisse un peu perplexe. Vous me direz ce que vous en pensez, parce que c'est assez subjectif, ça dépend de la perception qu'on a de l'œuvre et de la perception qu'on a du tarot aussi, je trouve. Et puis ensuite, on va vraiment utiliser les caractéristiques des personnages du Seigneur des Anneaux ou de certaines scènes, de certains lieux, même si les lieux ne sont pas assez abondamment illustrés à mon goût, ça aussi j'y reviendrai, pour creuser l'arcane, pour rendre l'arcane vivante, quoi. Vraiment d'une façon unique qui est vraiment reliée à l'esprit du film et à l'esprit du Seigneur des Anneaux et des œuvres de Tolkien en règle générale, parce que je trouve que ça quadrille un champ assez large. Pas seulement les Seigneurs des Anneaux, tel qu'on le voit cinématographiquement parlant. Donc le papier, vous voyez, est assez agréable. Pour les gens qui aiment des touchés un peu doux, un peu organiques, ça va vous plaire. Et puis ici, on a quelque chose d'un peu plus cartonné sur l'avant et l'arrière. Voilà. Pour la qualité des cartes, c'est très bien. Moi, j'aime beaucoup. On a un toucher peau de pêche, un finimat. Je vous montre le dos. On a une épaisseur qui est très bien. Ni trop, ni trop peu. Pour brasser, alors vous voyez la tranche est blanche. Pour brasser, c'est correct. C'est correct. C'est un peu mieux que correct. Ça se passe plutôt bien. Ça glisse assez bien. Voilà. J'en ai qui sont encore plus agréables à brasser, mais vraiment, on est plutôt là dans de la belle qualité. Voilà pour la présentation un peu plus technique du tarot. Ensuite, j'ai envie de vous parler de l'esprit que j'ai trouvé dans ce tarot. Donc,
J'ai envie de commencer par vous parler des petits bémols parce que c'est pas gravissime, mais voilà, si c'est des choses qui vous ennuient, je préfère vous le dire tout de suite. Comme vous le voyez, les arcanes mineurs ne sont pas illustrés, ce qui est surprenant parce que c'est un rider. La justice et la force sont placées comme dans un rider. Je sens un esprit qui est plutôt un esprit rider. Et pourtant, les mineurs de 2 à 10 ne sont pas illustrés. Enfin, elles sont illustrées comme à Marseille, donc très pauvrement. Et je le regrette d'autant plus, et ça c'est un autre petit bémol que je mettrais, que les scènes du Seigneur des Anneaux représentées sur ce jeu se limitent principalement à des personnages, des personnages. Parce qu'en fait, pour moi, le Seigneur des Anneaux, c'est presque des personnes, les personnages. J'hésite entre les deux parce que ça m'accompagne depuis tellement longtemps. Donc c'est très pertinent en ce qui concerne les arcanes majeures, effectivement les personnages de cour. Mais justement, il me semble que dans les arcanes mineures, on aurait peut-être pu illustrer un peu mieux les lieux. Parce que là, en termes de lieux, on ne voit, je crois... Alors les cartes qui représentent seulement des lieux, il me semble, ne sont qu'au nombre de 3. Alors voilà, peut-être 4, 5, peut-être que j'en oublie. Mais dans les arcanes majeures, en tout cas, on a juste Barad-dûr, la montagne du destin et la comté. Et en dehors de ça, on a seulement des personnages. Moi, j'aurais bien voulu voir d'autres endroits de la Terre du Milieu. Il y a beaucoup d'endroits magnifiques, l'Argonath, Minas Tirith, puis il y a vraiment des scènes cruciales qui s'y jouent. Je pense que dans les arcanes mineures, ça aurait pu être l'occasion d'illustrer des scènes un peu plus, des scènes d'action. Pas des scènes où les personnages posent, comme ici, sur les arcanes majeures, pour la plupart. Pour faire bouger un peu l'esprit du jeu. Alors, voilà. Et puis le troisième bémol, parce qu'il faut que je termine quand même sur ma partie, c'est qu'il y a des... Enfin, c'est pas vraiment un bémol parce que c'est subjectif. Peut-être que vous le ressentirez pas comme moi. Il y a quelques cartes, là encore assez peu nombreuses, qui me laissent un peu perplexe par rapport au choix des personnages, soit parce que, pour moi, ça n'exprime pas réellement l'énergie de l'arcane. Le personnage n'y correspond pas forcément très bien, en tout cas tel que moi je le voyais. Et puis dans d'autres cas, on va avoir des personnages qu'on a choisis pour illustrer des personnages de cour, qui ne sont pas ou peu qui sont peu ou pas présents dans le récit en lui-même du Seigneur des Anneaux. Que j'ai dû chercher en fait pour me souvenir de qui ils étaient, alors que je connais quand même assez bien l'univers de Tolkien. Je pense notamment à Glorfindel et à Bando Brastook, qui sont plutôt des personnages historiques qui n'interviennent pas directement dans le Seigneur des Anneaux. Alors peut-être que Glorfindel intervient, mais je me souviens plus à quel emplacement, pas dans le film, mais peut-être dans le livre en tout cas. Mais bon, c'est vraiment anecdotique. Donc bon, voilà, c'était les petites choses qui... Mais en même temps, ça donne à réfléchir, ça oblige l'esprit à s'adapter, ça oblige l'esprit à s'ouvrir à d'autres façon de décliner les arcanes, et puis à une connaissance plus approfondie du film, donc vous voyez, et puis de l'univers de Tolkien du film. Je vais beaucoup parler du film parce qu'en fait, comme le tarot c'est quelque chose de visuel, c'est plutôt des références filmiques qui me viennent. Mais bon, bien sûr, c'est l'ouvrage qui fait référence pour moi, et voilà. Donc c'est pas vraiment un bémol ce troisième point parce que ça comporte aussi des avantages non négligeables. Donc on va dire que c'est une particularité que mon œil subjectif voit de cette façon-là. Voilà. Ensuite, je voulais vous parler de l'esprit du jeu. Je trouve que c'est ce qui est vraiment intéressant quand on partage son expérience. Je dis pas que ce sera le même ressenti pour tous, mais comment est-ce qu'il parle pour moi ce jeu? Comment il s'exprime? De quelle manière? Je le trouve vraiment tranchant. Quand j'ai fait connaissance avec lui, vous voyez ici on a Glorfindel dont je vous parlais, je vais le mettre de côté. Je trouve qu'il répond de manière très directe, il essaie pas du tout d'enrober, il voit très bien là où il y a des inconvénients, il voit très bien là où il y a des choses qui vont pas, il va mettre le doigt un peu sur ce qui fait mal, sur ce qu'on n'a pas trop envie de voir. Mais en revanche, l'aspect positif de la chose, c'est qu'il va proposer des solutions d'une manière assez claire derrière, tout aussi claire que la façon avec laquelle il a pointé les problèmes. Je cherchais la carte qui est venue, c'était la carte de la reine d'épée, ça aussi je mets de côté.
J'aurais peut-être pu le dire dans les bémols, mais c'est anecdotique, je pense que c'est peut-être que sur mon jeu. Ici, on a un défaut sur le set de bâtons. Et comme c'est un défaut qui me plaît, j'ai pas demandé à ce que le jeu soit changé. Je trouve que symboliquement, la manière dont ce défaut apparaît correspond très bien au set de bâtons. Et comme c'est une carte qui sort beaucoup pour moi ces derniers temps, je l'ai vu plutôt comme un clin d'œil. Va-t-on réussir? Alors ça aussi je vais mettre de côté, ça également. Va-t-on réussir? Alors je vais vous montrer ça un peu mieux après, hein. Là c'est parce que je suis en train de chercher une carte. Va-t-on réussir? Ah voilà, c'est ça. La carte qui est venue quand j'ai demandé un peu au jeu de se décrire lui-même, c'est la carte de cette reine d'épée. Qui est représentée par Éowyn, qui est là pour le coup un choix qui vraiment me parle énormément, qui aurait été celui peut-être que j'aurais fait moins instinctivement. Donc ça ressemble à ça, hein, la façon dont ce jeu vous parle. Ça va vous parler des réalités auxquelles vous aimeriez échapper, mais auxquelles finalement vous allez finir par faire face. Voilà, clairement, voilà. Ça c'est bien, faire face. Ce jeu il vous invite à faire face. Comme Éowyn. Même si ça a l'air mal barré, même si ça a l'air un peu désespéré, on continue à se battre, on fait face. Le fait de voir clairement les choses nous aide à les prendre en main. Vraiment cet esprit reine d'épée, quoi. Donc ça, je l'ai vraiment retrouvé dans ce jeu. Et je sens un rapport assez intime entre les créateurs du jeu et l'œuvre de Tolkien. On sent quand même qu'ils sont bien familiarisés. Mais on a plus l'impression d'une frise, d'un défilement de personnages que vraiment de rentrer dans l'action du film. Et c'est ça qui m'a un petit peu... Je me suis dit, voilà, qu'est-ce que ça aurait donné s'il y avait eu des arcanes mineures illustrés avec des scènes qui étaient dans le film des scènes d'action, un moment où quelque chose se nouait de particulièrement important, par exemple le moment où Frodon se bat avec Boromir à la fin du premier épisode, quand Boromir essaie de lui prendre l'anneau, ça c'est vraiment crucial, ça aurait pu illustrer très bien une arcane mineure. Je suis un peu frustrée, vous devez le sentir, c'est pour ça que j'ai hésité à acheter ce jeu, comme je vous le disais au début. Et pourtant c'est le plus beau que j'ai trouvé, celui qui a le plus de personnalité, celui qui a fait le plus corps avec l'œuvre de Tolkien à mon sens. De tous ceux que j'ai consultés, hein, je dis pas que je les ai tous trouvés, j'ai pas non plus mené des recherches acharnées, voilà. Donc ça fait partie des personnages qui me laissaient un petit peu perplexe au début. Je me suis dit mais qui c'est ce page de coupe? Et c'est Bando Brastook, qui est un ancêtre je crois de Pipin, et qui était le plus grand hobbit connu jusqu'à ce que Merry et Pipin reviennent de leurs aventures, parce qu'ils ont grandi grâce à la boisson des Ents. Et voilà, il est là en page de coupe. Alors déjà ça m'a laissé un peu perplexe parce que ce personnage-là, il apparaît pas du tout dans le film, il est déjà mort en fait. Et en plus, c'est un personnage assez guerrier. En fait, il est connu pour avoir décollé la tête d'un orc avec son épée tellement fort qu'elle a volé dans un trou et ça aurait donné naissance au golfe derrière. Alors l'anecdote est assez sympathique quand même, hein. Vous voyez, puis ça m'a amené à faire des recherches sur Bando Brastook, qui était un personnage auquel je m'étais pas du tout intéressée auparavant, parce qu'il n'a pas de rôle actif à aucun endroit dans l'œuvre de Tolkien. Il a juste un rôle de référence. Et moi, le page de coupe, je le vois comme quelqu'un d'assez... alors, intérieurement extraverti, mais extérieurement plutôt introverti, ou en tout cas assez discret. Il peut être assez fantasque, mais d'une manière épisodique ou timide, et puis c'est des coupes, hein, donc c'est des émotions. Là, Bando Brass, il a pas l'air d'être à fond dans ses émotions, quoi. Alors je crois que c'est celui qui me laisse le plus perplexe. Mais oui, bon, bien. Pourquoi pas. Alors il y a une tendance à choisir des hobbits pour illustrer les pages. C'est peut-être pour cette raison. À la limite, j'aurais mieux vu Frodon Sacquet, quoi. Clairement. Dites-moi ce que vous en pensez, hein. On peut lancer des débats passionnants sur les Seigneurs des Anneaux. Ici, on a Sylvebarbe en roi de bâton. Alors ça, c'est pareil, ça me laisse assez perplexe. Moi, je l'aurais vu plutôt en roi de pentacle, d'autant que le choix du roi de pentacle me paraît lui aussi assez étrange. Je vais vous montrer ça. Donc ici, on a Glorfindel en roi d'épée, qui était un elfe connu, hein, je crois que son nom veut dire cheveux d'or, quelque chose comme ça. Il est connu dans la légende, hein, pas dans le Seigneur des Anneaux, il n'a pas un rôle majeur. Donc je me suis dit, est-ce qu'ils ont eu
un souci en se disant bah, on a déjà utilisé tous les personnages, qui est-ce qu'on va mettre en roi d'épée? Je sais pas. Bref, ça j'adore ce choix. La montagne du destin pour la mort, c'est absolument parfait. Bon alors les arcanes mineurs sont pauvrement illustrés, mais bon on peut quand même y trouver dans la façon dont sont répartis les différents éléments, les couleurs, etc., des indices, si vraiment on veut utiliser l'illustration pour les rendre intuitifs, mais bon, c'est quand même pas le plus simple. Ici, les amoureux, on a Aragorn et Arwen, bien sûr. La tempérance, on a Celeborn. Le jugement, elle est absolument géniale aussi. C'est la corne du Rohan qui sonne le rappel. Donc cette idée de réveil vraiment face à l'ennemi, de sursaut qui permet de remporter la victoire et donc de revenir à la vie. Il y a vraiment quelque chose qui est proche de la tempérance. Là, j'ai apprécié qu'on ajoute ici Tom Bombadil, qu'on ne trouve pas dans le film, mais qui est quand même assez présent dans le livre, puis qui est important pour l'histoire de la Terre du Milieu. Après, oui, le cavalier de bâton, alors pourquoi pas. Moi, je l'aurais plutôt vu en roi, Tom Bombadil, parce que c'est un personnage qui est très vieux, qui est là depuis les débuts de la Terre du Milieu, et qui est très mature, très sage, même si son comportement peut paraître inexplicable ou fantasque, comme souvent le comportement des plus grands sages d'ailleurs, comportement énigmatique. Mais pourquoi pas, un cavalier de bâton, au moins il est présent, et je trouve ça vraiment chouette. Reine de Pentacle, c'est Rosie Gamgee. Alors voilà, tout à fait, très bien. Ça colle avec moi, mon ressenti hein, du personnage. Ici, on a un cavalier de Pentacle qui est représenté par Faramir. Alors il me semble que c'est la scène où il est renvoyé à Osgiliath par son père, alors que tout le monde sait que c'est quasi impossible de reprendre la cité. Et il sait plus ou moins qu'il va à la mort. Alors bon, il y va sans doute pas très rapidement. Il y a cette idée de... On part pas à la bataille, en fait, on part en cortège funèbre un petit peu. Et bon, après, ça donne une coloration assez funèbre à ce pauvre cavalier de Pentacle. C'est un des défis quand on utilise des jeux de cette sorte qui illustrent des scènes spécifiques dans un film ou dans une œuvre, qu'on peut être vraiment emmené par l'énergie de la scène plus que par l'énergie de l'arcane. Et ça peut vraiment la colorer peut-être à l'excès dans certains cas. Mais c'est encore là un défi intéressant. En impératrice, on a Arwen. En page de bâton, on a Merry. L'as de pentacle, donc comme je le disais, les pentacles sont les anneaux sur ce jeu. Alors ça, symboliquement, c'est intéressant, hein, parce que... Voilà, si c'est l'anneau unique qu'on voit, c'est quand même un anneau qui a été créé pour asservir. Donc on peut s'interroger sur ce que ça peut engendrer en termes de symbolique dans la suite des pentacles derrière, quoi. Voilà, est-ce que la matière c'est une prison qui nous a servi, ou est-ce que c'est quelque chose qu'on reprend en main et qu'on transforme à notre image? C'est intéressant. Ici, on a une mineure qui est un peu plus richement illustrée que les autres, avec ce 2 d'épée. Le choix, là, est bien tendu, hein, quand même. Ça met la pression à la façon dont c'est représenté. Mais c'est intéressant. La reine de coupe, ici, c'est Galadriel. Ici aussi, on a la deuxième arcane mineure qui est un peu plus richement illustrée, le 8 d'épée, qui pourrait représenter Arachne, même si c'est pas pointé du doigt en tant que tel sur le livret, ça pourrait clairement. Une araignée à 8 pattes, et ça colle hyper bien avec la symbolique du 8 d'épée, d'être pris dans la toile des croyances limitantes, etc. C'est vraiment hyper intéressant. Le roi de coupe, c'est Gandalf le blanc. La reine de bâton, c'est Arwen. Encore. Les personnages vraiment importants reviennent souvent à 2 reprises dans les personnages de cour et dans les arcanes majeures. Ici, l'as d'épée, moi je le vois, même s'il n'est pas nommé en tant que tel, comme l'épée qui fut brisée et reforgée, qu'Aragorn récupère au fil du film, je ne sais plus exactement à quel moment, qui va appeler Andúril, flamme de l'Ouest. Alors ici, pour le soleil, on a choisi Éowyn, qui est un choix pareil qui me laisse assez perplexe, mais pas totalement. Vraiment c'est intéressant parce que ça amène à considérer le personnage avec plus de finesse,
Et en réalité, Éowyn, même si la vie qu'elle a et le rôle auquel elle est cantonnée au début du film n'en fait pas vraiment un personnage solaire, on sent qu'elle a ce potentiel de soleil en elle. Après, elle a presque plus un potentiel d'empereur que de soleil, parce que pour le coup, l'aspect enfantin, insouciant, n'est pas du tout présent dans ce personnage-là, en fait. Mais c'est quand même intéressant. Et en plus, on l'a représentée comme une reine, quelqu'un qui règne, qui est sur son trône, qui siège. Donc, ça amène à voir le soleil dans un côté un peu plus qui s'impose. Et ça peut arriver, ma foi. Donc, c'est intéressant, vraiment. Ici, le chariot qui est représenté par Sam Gamgee, j'y aurais pas pensé, mais en vrai, je trouve ça vraiment probant et intéressant. L'as de coupe, j'adore, c'est la boisson des Ents. Les cartes qui sont illustrées hein, le sont vraiment, je trouve, avec une grande pertinence, hein, à l'exception de quelques choix qui me laissent un peu perplexe, mais le diable est représenté par le roi sorcier d'Angmar. Un vrai méchant, voilà. Le page, ici le page de Pentacle qui est le seul à ne pas être représenté par un hobbit. Ici on voit, je crois que c'est Vif Sorbier, l'ent le plus impulsif de la bande. L'ermite ici c'est Bilbo Saquet. L'empereur c'est Aragorn bien entendu. Ça c'est des choix vraiment, ça coule de source quoi. Hein. La justice c'est Legolas. L'as de bâton je crois que ça représente des petites fleurs blanches qui poussent en Lothlórien, là, les Nifredil. Mais ça pourrait aussi être les fleurs qui poussent sur les tombes des rois, je ne sais plus comment elles s'appellent. C'est pas spécifié dans l'ouvrage, mais après on s'arrange avec la symbolique selon ce qui nous parle le plus. Cavalier de coupe qui est représenté par Aragorn. Bon, je pense spécifiquement dans le contexte de son histoire avec Arwen. Boromir ici avec le cavalier d'épée. Pipin en page d'épée. L'étoile ici, c'est le pendentif d'Arwen. Undomiel, l'étoile du soir. Le monde, c'est la communauté de l'anneau. Très chouette. Très pertinent. Le magicien, c'est Gandalf le Gris, au début du film. Les illustrations sont hyper intéressantes. J'adore le trait de l'artiste, c'est hyper inhabituel. Il y a beaucoup de force, je trouve, dans ses dessins. Et ça va très bien avec ce côté un peu faire face qui est celui du jeu. On peut pas trop l'éviter, quoi. C'est comme la quête de l'anneau, on peut pas l'éviter. Soit on joue le jeu, soit c'est la fin du monde, grosso modo, quoi. Le jeu porte vraiment ça. Il a une vraie personnalité qui s'exprime très clairement en tirage et ça c'est hyper agréable. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il représente seulement des personnages qui posent un peu, qui prennent la pose. Parce qu'il s'impose d'une certaine manière ce jeu, il impose ses réponses. Il impose une situation un peu comme la découverte de l'anneau va imposer des actions à prendre derrière. C'est un excellent jeu, je pense, pour faire des tirages pro-financiers quand vous êtes pris dans quelque chose qui vous maintient dans une forme de confusion peut-être ou dans des instants d'hésitation. C'est hyper bien aussi. Je le vois pas trop comme un jeu sentimental en revanche. Il a plus une vibe un peu guerrière, stoïque en fait. Voilà, et ça aussi c'est un choix qui me laisse assez perplexe ici, j'en ai parlé tout à l'heure, le roi de Pentacle, Saruman. Moi Saruman je l'aurais vu en roi d'épée en fait. Contrôlant, manipulant, vous voyez depuis... Parce que en plus il expérimente pas Saruman, il reste dans sa tour, il bouge jamais de sa tour à aucun moment en fait. D'abord par soi et puis ensuite parce qu'il s'y trouve prisonnier, mais... Donc il agit seulement par le mental, par ses pouvoirs psychiques. Donc d'en faire un roi de Pentacle, ça pouvait paraître très étrange, un peu moins quand on considère que la suite des Pentacles a été renommée Anneau, suite des Anneaux. Alors oui, il convoite l'anneau, donc probablement qu'il a sa place dans la suite des Pentacles à cause de ça. Moi, ça m'oblige à beaucoup réfléchir à chaque fois que je tire cette carte. En mode ok. Mais là encore, ça fait déconstruire... les systématismes, les automatismes et compagnie. Donc c'est quand même intéressant. Ça donne pas une super aura au roi de Pentacle, quand même, hein, faut bien le dire.
Un roi de pentacle dans le sens où il a soif de pouvoir. Un roi de pentacle qui aurait mal tourné, éventuellement. Il veut posséder beaucoup en restant assis sur son trône. Voilà ce que je vois moi dans l'aspect roi de pentacle. Dites-moi si vous avez d'autres idées. Pour moi, le roi de pentacle, il a les yeux ouverts. Il n'a pas les yeux fermés sur ses visions intérieures, en fait. C'est quelqu'un de pragmatique, d'ancré dans la réalité. Et Saruman ne me paraît pas du tout correspondre à ça, en fait. Il s'illusionne beaucoup lui-même. Il croit qu'il va pouvoir régner aux côtés de Sauron, ou peut-être même l'emporter sur Sauron à la fin, pour avoir le pouvoir pour lui tout seul. Alors oui, il est manipulé par l'anneau. Mais oui, ça m'oblige moi vraiment à faire un grand écart, mais bon, je joue le jeu avec un certain intérêt. Jusqu'à maintenant, ça m'a amené des réponses intéressantes, encore que plus difficiles à construire et à stabiliser dans les tirages, quoi. Clairement, le roi de pentacle, moi j'aurais bien vu Sylvebarbe, mais c'est vrai que lui, il est indifférent totalement à l'anneau. Il fait partie des rares personnages du film qui n'en ont rien à branler de l'anneau, en fait. Clairement. Ici, la lune, c'est le miroir de Galadriel. C'est un excellent choix, vraiment. On peut faire tellement de choses. Voilà, avec ça colle hyper bien avec l'énergie de la lune. En plus, la scène qu'il représente se passe la nuit, etc. Pareil ici avec le pendu qui représente Gollum. Je crois que c'est pendant cette scène où il discute avec lui-même, où les deux parts de lui-même se disputent avec cette idée du reflet dans l'eau. Enfin, c'est génial, quoi. Vraiment. La comté qui est représentée ici sur la roue de fortune. Alors, oui, là aussi, ça nécessite que je fasse un petit effort d'interprétation, mais ça me fait plaisir de voir la comté. Ici, la tour, c'est Barad-dûr. Hyper bien, hyper pertinent. Voilà. Et le fou, c'est Frodon Sake, que j'aurais apprécié de retrouver sur le page de coupe. Voilà. Ça m'aurait mérité aussi d'avoir une deuxième carte à lui tout seul, parce que là, on le voit que sur le chariot, alors que Aragorn, Arwen et Galadriel sont représentés par 2 fois. Et je trouve que moi, le vrai héros, en fait, dans ce film, celui qui porte l'anneau, c'est quand même Frodon, quoi. Et en plus, en un espèce de binôme indestructible avec Sam. Donc ils auraient pu apparaître 2 fois, je trouve. Bref, en tout cas, c'est un excellent jeu. Beaucoup de personnalité, des réponses utiles, tranchantes. Alors bon, voilà, si votre but, c'est pas de travailler que avec la réalité et que en faisant face, voyez, un peu en bandant ses muscles, en y allant en force et tout, ok, je prends ça sur mon dos, je vais y arriver, tout ça. Si vous n'êtes pas dans une dynamique comme ça d'effort et de besoin d'y voir clair, même si ça fait mal, bon, à voir sur le long terme. Ça fait pas très longtemps que je laisse ce jeu, mais pour le moment, c'est surtout ces vibes-là qui m'a envoyé. Mais on sent comme s'il essaie de faire de son mieux pour répondre le plus précisément possible, en fait. Et sans enrober la réponse, il n'y a pas trop de tact non plus, bon, c'est la reine d'épée. Il n'y a pas non plus énormément d'imagination, dans le sens... ça va pas être des réponses qui vont jouer sur un plan très symbolique ou très éthéré. Ça va pas jouer sur d'autres plans, vraiment, que... C'est marrant parce que c'est une histoire de fantaisie, hein, mais moi je le trouve quand même assez ancré, ce jeu, quoi. Voilà ce à quoi tu vas devoir faire face. Mais en gros, il encourage quand même, hein. Mais tu vas y arriver, si tu fais ci, ça... continue, il y a une notion d'endurance. Ouais, c'est vraiment... Ça ressemble en fait à la quête de l'anneau, quoi. À toutes les difficultés que ça peut représenter. Mais il y a toujours de l'espoir, comme on le répète tout au long de l'œuvre. Et ce jeu-là, il a vraiment fait corps avec ce message-là, je trouve, avec ce fil rouge-là. Voilà les amis. Je vais m'arrêter ici, je vous remercie de m'avoir écouté pour cette présentation jusqu'au bout. Je vous envoie toute mon amitié. Je vous invite à liker si ça vous a plu, à partager éventuellement la vidéo. N'hésitez pas à me faire un petit don si vous le souhaitez, il y a un lien dans la barre d'informations. Et puis si vous avez besoin d'un tirage perso, il y a mon adresse mail également dans la barre d'informations. N'hésitez pas à m'écrire. Voilà les amis. Je vous dis à bientôt, je vous souhaite une bonne journée, une belle soirée, selon le moment auquel vous écoutez cette vidéo.